Bien, bonjour à tous et à toutes. Initialement, Didier m'avait demandé d'intervenir sur notre expérience Lego Mindstorm, qui est une expérience maintenant de 2-3 ans, qui est une expérience qui a démarré doucement, mais qui fait finalement partie, qui représente qu'une partie de ce que l'on a essayé de mettre en place au collège. La teneur de ma présentation ne va pas concerner cette expérience-là, va concerner plutôt une vision de la robotique au collège. Et pour cette vision, donc, il faut que je me présente d'abord. Donc, François Bégard, chef d'établissement, professeur de maths aussi, mais chef d'établissement d'un petit collège de 4 classes par niveau, dans la banlieue bordelaise, collège privé sous contrat, ce qui veut dire qu'on a peut-être un peu plus de liberté, plus de champ d'action dans nos prises de décision. Et ce qui va peut-être expliquer un petit peu pourquoi on est parti sur ces options-là. Je suis parti d'un constat constat que j'avais fait il y a quelques années, mais que j'ai réactualisé, qui est un constat d'urgence pour tout ce qui est science. Je ne parle pas que de la robotique, là, je parle effectivement de tout ce qui est science. Un dernier sondage nous disait qu'en mai 2015, donc vraiment récent, 71% des Français pensent que le collège fonctionne mal. Et ça, c'est indépendant de la réforme qui arrive. 53% seulement 2 ans avant. Donc il y a un désamour qui se creuse. 69% pour le lycée ont le même avis. Des orientations en première, donc là je me projette en seconde, je vais vous parler de ce que je connais un peu plus, c'est-à-dire le secondaire, collège et lycée. Des orientations en première souvent problématiques, première L et ES trop souvent par défaut, et en première S on a certes de bons élèves, mais beaucoup d'entre eux avouent ne pas aimer les sciences. D'ailleurs beaucoup d'entre eux ne vont pas finir dans les sciences. Le paradoxe de notre secondaire, c'est que l'élitisme se fait sur les langues en collège. Vous entendez toujours parler actuellement des fameuses européennes, qu'on supprime ou pas, les bilangues, etc. L'élitisme se fait sur les langues au collège et sur les sciences au lycée. C'est un fait. C'est un fait, on fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable, mais ça veut dire certainement qu'il faut bouger les lignes pour pouvoir avoir une autre vision, particulièrement des sciences. Parce qu'il y a un véritable désamour des sciences. Dans le même sondage, BVA, les sciences venaient juste avant le latin, qui était la dernière matière appréciée par les collégiens. Juste avant. Et physique, SVT, un peu moins sur la techno parce qu'il y a l'outil informatique qui attire un peu plus. Donc, mais on a un vrai désamour des sciences. Et il est à parier que dans un avenir plus ou moins proche, on est de moins en moins de jeunes qui feront un vrai choix d'études scientifiques. Et ça veut dire beaucoup de choses après pour les filières d'ingénierie, pour les filières d'élitisme traditionnel français, puisqu'on est assez bon là-dedans. Quelques traces de la robotique dans nos établissements, donc on l'a vu en primaire, mais souvent basées uniquement sur la volonté des établissements, il n'y a pas de cadre, ou 2 professeurs performants, avec tout ce que ça génère à côté. C'est-à-dire parfois l'envie des autres enseignants, parfois l'incompréhension, parfois également le fait de concerner qu'un petit groupe d'élèves dans tout l'établissement, les marginalise un peu, et ne permet pas de généraliser. Moi, ma vision, c'est d'essayer de voir comment on peut mettre en place dans tous les établissements, pas seulement les privés, mais les publics évidemment, comment on peut mettre en place dans tous les établissements une autre vision des sciences et une autre approche. Ce qui existe actuellement, enseignement d'exploration en seconde, les enseignements d'exploration en seconde ont été créés il y a quelques années pour aider les élèves de seconde à se déterminer sur le choix de la filière première. Malheureusement, pour beaucoup de lycées, ça a été un cours de plus qu'ils font toute l'année. Avant, on avait une grosse liberté, et quand ça a été créé, on avait une grosse liberté, on pouvait faire un enseignement d'exploration culturelle pendant quelques mois, puis scientifique après, etc. Peu l'ont mis en place, parce que ça demande évidemment un aménagement du temps scolaire qui est compliqué. Mais c'était faisable. Donc on pouvait trouver, on trouve encore, si vous tapez robotique, lycée, vous allez trouver généralement dans ces enseignements d'exploration des profs. Ça tient souvent au professeur qui a sa marotte robotique, au professeur qui a sa passion sur tout ce qui est système connecté, etc., qui va pouvoir l'introduire dans son cours. Donc on va le trouver dans création, innovation technologique, on va le trouver également dans sciences de l'ingénieur. Ce sont 2 enseignements d'exploration, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un lycée, s'il décide de mettre en place la robotique dans son établissement, peut, par ces biais-là, le faire. De façon tout officielle, c'est-à-dire avoir des heures profs pour ça. Il existe également au bac S une option, ISN donc, depuis 2011-2012 si je ne me trompe pas, qui parle de programmation, qui parle d'algorithme, qui peut également parler de robotique. Un bac pro, j'ai vu pas mal d'expériences en essayant de me documenter, j'ai vu pas mal d'expériences dans ces bacs pro de professeurs complètement passionnés qui amenaient les élèves là-dessus,
qui a mené les élèves sur la construction, sur la programmation, sur la réflexion. Donc là, il y avait une vision complète. Des ateliers au collège. Donc là, on va en trouver pas mal. Vous tapez robotique collège et vous allez trouver beaucoup d'ateliers. Beaucoup d'ateliers, ça veut dire quoi? C'est le prof de techno, souvent, qui est passionné encore, je vais utiliser le mot, mais pour l'instant, ça tient avec ça. Ça tient avec la passion de ces quelques personnes, qui rejoint parfois le prof de maths, rarement le prof de sciences. Et donc, ces ateliers existent. Parfois sont inclus dans les cours de ces personnes-là, mais ça ne peut pas être le cours complet, évidemment, parce qu'il a un programme à tenir. L'inspecteur qui va venir le visiter chaque année, quand il viendra le visiter, va lui demander de tenir son programme. Donc tant mieux s'il a mis en place, à travers son programme, cette partie-là robotique, mais c'est que du plus. C'est pas axé sur... c'est pas l'essentiel, et ça ne doit pas être l'essentiel malgré tout de son programme. Et enfin, donc, une option robotique. Alors, pourquoi on a mis une option robotique? D'abord l'histoire, que je vais présenter après. L'option robotique, ça a été une volonté de se dire, il faut arrêter un petit peu de bidouiller, et il faut faire entrer dans les mentalités le monde d'aujourd'hui. Montrer aux élèves qu'ils sont aussi connectés à l'école avec le monde d'aujourd'hui. C'est compliqué, hein? C'est évidemment compliqué, mais ça a été une volonté du chef d'établissement, donc de moi-même, de dire on met en place une option. Une option, les options ont été créées il y a une trentaine d'années, même un peu plus, dans la même perspective que les enseignements d'exploration. C'est-à-dire, c'était donner un plus au cursus classique d'un collégien. L'amener à enrichir ses connaissances, à l'amener sur des domaines qui sortaient des cours magistraux. Je suis revenu à cette idée-là, et nous avons mis en place tant une option sciences expérimentales, où on ne fait que des expériences pendant un an, tant une option robotique. Je vais vous passer la fiche d'identité rapidement de l'établissement. 4 classes par niveau, 480 élèves, des accueils spécifiques pour les élèves 10. Important quand même ça, parce que presque la moitié de mes élèves qui sont dans l'option robotique sont des élèves 10. Lexique, praxique, ce que vous voulez. On en a beaucoup là-bas. Et ils montrent une capacité tout à fait normale par rapport aux autres élèves à appréhender la robotique, à appréhender la programmation. La démarche innovante au cœur du projet d'établissement, voilà, la robotique elle n'est pas venue comme ça, c'est parce qu'effectivement il y a une analysation du temps scolaire, une vision de la psychoéducation québécoise, des options d'ouverture dès la 4e, un ENT généralisé, ça c'est le cœur, je ne suis pas ici pour faire la publicité. Mais nous avons commencé, et j'ai pas le temps, Didier m'a dit que j'avais pas le temps. 2011-2012, atelier informatique, un peu à l'initiative de Didier, un enseignant performant et motivé. On continue en 2012-2013 et on commence à introduire les Lego Milestone, donc la petite programmation, on commence à faire des choses aux élèves, et surtout, dans notre monde où on virtualise beaucoup, où c'est assez dématérialisé, il commence à toucher l'objet robot. C'est intéressant, ce que vous avez relayé en primaire, c'est aussi ça. On s'approprie l'objet parce qu'on le voit, parce qu'on le touche, on le manipule. Dans un monde où maintenant ils font tout avec la tablette. Donc là, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. En 2013-2014, une option en 4e, on a créé l'option. On a dit on va passer 1h30 là-dessus. Et en 2014-2015, en 4e et en 3e. Mais pour ce faire, il faut faire, malgré tout, je crois qu'il faut aller chercher les compétences où il faut. C'est-à-dire aller chercher un intervenant extérieur qui va pérenniser le projet. Toutes les expériences que vous allez peut-être voir aujourd'hui, que ce soit en primaire ou en secondaire, dépendent d'une personne. Et pas de l'établissement. Vous sortez la personne, l'expérience disparaît. Très souvent c'est le cas. Je le déplore, mais c'est très souvent le cas. Et c'est pas comme ça, je crois, que l'on avancera réellement. C'est effectivement en se servant de ces expériences, mais en les pérennisant avec d'autres moyens. Soit l'interdisciplinarité, on y vient, hein, soit les travaux de projet, on se remet à plusieurs et on va finaliser un projet. Donc là, il peut y avoir l'intervenant extérieur, il peut y avoir le prof de maths, il peut y avoir d'autres enseignants, mais on va porter un projet ensemble. Voilà. Tout ceci pour dire que pour que l'option prenne toute sa part dans le secondaire, que la robotique, voire que les sciences prennent toute sa part dans le secondaire, en plus des cours magistraux, je crois qu'il faut aller chercher la compétence à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est où? L'extérieur, c'est dans les écoles du supérieur. On est un des rares pays, j'ai quelques expériences québécoises, où l'implication du supérieur dans le secondaire est réelle. Ça se fait assez facilement. De la même manière, le monde de l'entreprise peut rentrer aussi dans le secondaire.
c'est pas gênant. La compétence sur la robotique, sur d'autres parties du numérique, d'autres parties des sciences, se trouve dans les écoles supérieures, dans les écoles d'ingénieurs. Le fait que les professeurs actuels, donc du primaire comme du secondaire, fonctionnent avec leur passion, fonctionnent avec leurs envies sur leurs propres heures, ne peut pas être suffisant. Clairement. Ce que l'on a fait, c'est mettre en place des conventions de fonctionnement. Alors une particulièrement avec l'INSERB, qui a proposé le projet à des élèves ingénieurs. Et donc on a des élèves ingénieurs, alors vous imaginez, hein, c'est des 20-25 ans, passionnés aussi, mais qui arrivent avec une vraie compétence et qui viennent enseigner cette option robotique à des collégiens. Qui viennent leur dire, voilà comment tu vas faire. Alors avec une visée en premier évidemment ludique, hein, on construit le robot, on programme, etc. Mais avec toute cette expérience déjà d'étudiants. Et les élèves viennent dans l'école d'ingénieurs voir aussi comment ça se passe. La Lego League s'est passée dans les locaux de l'INSERB. Une autre manifestation s'est également passée dans les locaux de l'INSERB. Ils rentrent dans les écoles, ils voient ce que c'est également que le monde universitaire. Et tout ça, vous savez, ce sont des, enfin je crois, ce sont des petites graines que l'on va poser dans les cerveaux de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles. Parce que dans ces options-là, par exemple, j'ai déjà quasiment un groupe entier de filles. On parle de 14-15. Donc c'est intéressant, ça intéresse aussi les filles. Hein. On pose des petites graines qui font que ils feront peut-être un choix de première S plus déterminé, ils feront peut-être un choix d'études supérieures scientifiques de façon plus convaincue. Et non pas par défaut, et non pas parce que c'est là qu'il faut aller si on est bon élève. Les conventions donc me paraissent absolument nécessaires. Alors sur Bordeaux, il y a l'INSERB, il y a l'Institut de Cognitif, il y a certainement d'autres possibilités. C'est pas forcément un contrat que l'on passe avec eux, avec ces étudiants-là sur une année, ils peuvent se relayer. L'objet lui-même, ils le connaissent bien, ils le maîtrisent. L'appréhension du groupe, elle se passe plutôt bien. C'est un langage malgré tout de jeunes adultes à jeunes. Donc à chaque fois là, on n'a eu aucun écueil, quoi. De la même manière qu'on s'est ouvert aux écoles d'ingénieurs, on peut également s'ouvrir au monde de l'entreprise. Les élèves de l'option de 3e, pour la moitié, sont partis faire leur stage de 3e dans des entreprises liées à la robotique, dans des entreprises liées au numérique. Déjà. D'accord. Quoi et comment? Ce que je disais, notre première accroche, on est allé chercher l'expérience parce que là, ça fonctionne très bien. Les Lego Mindstorm, la Lego League, tout ça, c'est un super cadre. C'est un peu ludique, c'est très technique. Ça demande un travail de fou. Et donc, les jeunes adhèrent évidemment. Quelles que soient leurs compétences, ils adhèrent. On ne va pas chercher la place, on va chercher la démarche. La deuxième participation, c'était à la Metabot League. Donc là, on est passé à l'étape supérieure. Avec notre imprimante 3D, on a imprimé 2 robots. On a acheté juste les cerveaux, les moteurs. On les a assemblés et ils ont pu participer donc à la Metabot League, qui était en gros une manifestation où tous ces robots devaient, sur une chorégraphie, être en autonomie pendant 1 minute. Voilà. Donc il y avait de la programmation, il y avait parfois du guidage. Là, ce n'était pas le cas sur l'expérience, mais on pouvait faire du guidage avec la tablette, etc. On touche l'objet robot. On touche l'objet robot à un autre niveau. Puisque là, on l'a construit de A à Z. On a assemblé tout ça et ils l'ont vu fonctionner. Ils l'ont programmé, etc. Et pour conclure, parce que l'expérience est de toute façon concluante, c'est lié avec le supérieur, on y croit. On avait commencé avec l'INRIA d'ailleurs, il y a 2-3 ans. On poursuit avec l'INSERB, on va essayer de poursuivre avec d'autres écoles parce qu'il ne faut pas être dépendant. Il faut ouvrir, parce que le but c'est ça, la robotique, de toute façon qu'on le veuille ou non, on l'appelle parfois différemment, mais elle est au cœur de la vie de ces jeunes-là. Elle peut se retrouver au collège, elle peut se retrouver au lycée, je viens de vous le présenter, elle est dans les entreprises, elle est évidemment dans les écoles d'ingénieurs, mais dans leur vie quotidienne. On leur montre simplement que leur quotidien, voire presque leur futur, il est déjà là. Et ils peuvent l'appréhender. Quand vous avez des jeunes qui effectivement côtoient une imprimante 3D, pour construire un robot, c'est une phrase que j'aurais eu du mal à prononcer 10 ans en arrière. Et pourtant, c'est une réalité ici. Et ça, cette réalité-là, je crois que pour qu'elle puisse se généraliser aux établissements publics comme aux établissements privés, et c'est juste mon mot de fin, il faut créer ces passerelles entre le supérieur et le secondaire. Et tout le monde y gagnera, par l'expérience, par l'exemplarité et par la motivation que ça va créer chez ces jeunes. Merci. Je fais court, ça va ?
Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'attendais du coup la retombée. Oui, on entend. Allô? Ouais, ça marche. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plus une intervention. On parle beaucoup des écoles d'ingénieurs, mais je me dis que à Bordeaux on a un bon DUT. Tout à fait. Et donc sur des DUT, génie logiciel, génie mécanique, génie électrique, ça pourrait faire de très bons partenariats avec le secondaire. Tout à fait. Et qui pourrait contribuer en même temps au stage d'entreprise des DUT par exemple. C'est la même chose pour les stages d'entreprise des élèves ingénieurs. Oui, voilà, mais avant les écoles d'ingénieurs, il y a aussi des niveaux. Vous avez raison, c'est le supérieur en général. Tout à fait. Ouais. Donc je trouve que ça pourrait être, en plus pour des gens de cet âge-là, ils ont 18-20 ans, ouais. Ça pourrait être des projets très intéressants à faire mener à des gens de cet âge-là. Pédagogie de projet. Ouais, et ça leur fait des portes d'entrée pour les écoles d'ingénieurs derrière. Et une expérience personnelle. Ouais. Aussi, bien sûr. Oui, parce que c'est des jeunes qui sont motivés, passionnés. Grand ouvert. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. La question est de savoir à quel niveau ça doit ou ça peut s'organiser. Est-ce que c'est... Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'à un moment donné, que l'académie, le ministère intervienne là-dessus et facilite ces passerelles. Donc ça, après, c'est en lien avec les écoles d'ingénieurs. C'est en lien avec les écoles d'ingénieurs, c'est en lien avec le supérieur. Mais il faut pouvoir dire, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, on a un problème en France, nos écoles sont fermées. Nos écoles sont fermées, on a du mal à faire venir des intervenants extérieurs, on a du mal à faire venir des compétences, on a du mal à faire venir le monde de l'entreprise dans nos écoles. Si on dit la porte peut être ouverte, je pense qu'effectivement, beaucoup de monde seront intéressés. Peut-être un truc tout simple, ça pourrait être un espace... non, mais c'est ouvert la porte. Voilà. En fait, si vous voulez, il y a 2-3 éléments que je voudrais apporter, si vous me permettez. Premièrement, dans le public, on n'a pas la possibilité, quand on est proviseur ou quand on est principal, d'ouvrir des options. Hein. Évidemment, il y a une carte scolaire qui est très limitée et qui va dans le sens de la... Comment dire non-concurrence entre établissements. Donc déjà, on n'est pas tout à fait sur le même modèle. C'est important de le rappeler. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il existe les cordées de la réussite qui ont l'avantage de créer des ponts hein, et tout à fait valorisés hein, entre le supérieur et les lycées, voire les collèges, hein, puisqu'on descend aussi, maintenant on est sur le -3 + 3, c'est quelque chose qui est évident et on va aussi en avant dans les collèges pour que justement des élèves, mais pas forcément des élèves qui réussissent, des élèves qui sont peut-être pas en train de penser à des carrières supérieures parce qu'ils ne sont pas dans des catégories socio-professionnelles qui avantagent ces rêves-là, sont tirés, c'est pour ça que ça s'appelle les cordées, hein, vers des métiers qui a priori n'étaient pas ceux auxquels ils pensaient et en particulier par rapport aux jeunes filles puisque ce sont souvent elles qui font des stages esthétiques, coiffure, enfin je n'ai rien contre l'esthétique et la coiffure, hein, mais je veux dire qu'il faut leur permettre d'ambitionner et d'envisager d'autres parcours. Voilà, ça c'est ce qui existe. À présent, chaque établissement est libre, et ça je tiens à le souligner, hein, de créer des conventions, puisque nous on encourage ça, avec le supérieur pour faire venir des étudiants. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pensé au niveau académique, puisqu'on est en train de les construire, ces conventions, mais je crois qu'il faut que ce soit compris aussi à l'échelon local et que cette liberté pédagogique s'entende aussi dans la liberté des soutiens qu'on souhaite mener dans les établissements. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. À présent, il faut que les professeurs acceptent aussi de se voir, comment dire, prendre hein, la chose hein, enseignée par d'autres. Or, c'est pas ça du tout. C'est une complémentarité, c'est pas une concurrence. Je crois que c'est ça qu'il faut voir. Que ce soit l'éducation populaire, que ce soit l'université, que ce soit les médiateurs numériques des EPN, enfin tout ce qu'on sait de l'intelligence collective, parce qu'à un moment donné, il faut quand même employer cette expression, elle est aujourd'hui appelée dans les établissements. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et la nouvelle mouture du socle, Dieu sait qu'elle fait discuter, couler de l'encre, etc., elle va vers cette ouverture. Et on n'est plus sur de l'élitisme avec cette volonté de filtrer et de faire en sorte que la mixité sociale n'existe pas. Hein. On est bien sûr encouragé à ce que la qualité soit partagée par le plus grand nombre. Voilà. Je crois que... Mais vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Si je peux me permettre, les options,
je suis complètement d'accord, je n'ai pas plus la possibilité de le faire avec les heures profs. Oui. On s'entend bien. Oui. La passerelle que j'ai faite, c'est faire venir du supérieur, et donc là, c'est à moi de rémunérer, à moi de passer des accords avec ces écoles-là. Mais évidemment, les options évidemment liées aux heures professeurs, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas les créer comme ça. Il faut, nous aussi, dans le privé, il faut qu'elles soient validées, enfin, et ça répond effectivement à une carte. Mais je mise aussi beaucoup sur ces EPI, sur tout ce qui va arriver là, sur cette nouvelle un petit peu philosophie de travail, pour que justement on puisse mélanger toutes ces énergies, parce qu'il y en a. Il y a une grosse ressource en France entre le supérieur et le secondaire. Il y a vraiment des ponts assez faciles, assez évidents à construire. Mais je mise beaucoup effectivement sur cette possibilité-là, sur cette presque obligation qu'on aura de travailler ensemble. Ah, c'est une obligation. On est bien d'accord. Si je peux. Ouais. Ah, pardon, une autre question. Je suis complètement à gauche, tu ne m'avais pas vu. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit sur la DUT, moi je vais à l'inverse, donc je travaille en DUT. On a fait l'expérimentation cette année et nos jeunes sont complètement à côté encore de la plaque, à leur âge, pour pouvoir faire de la formation, soutien technique ok, mais il faut faire attention à ce qu'on fait quand on envoie des jeunes devant d'autres jeunes, c'est pas toujours facile. Par contre, on a un gros travail à faire au niveau de nos doctorants, qui dans les écoles doctorales ont des obligations d'enseignement, enfin du moins chez nous c'est le cas. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille nous dans une université qui est le Sud-Aquitaine, pas Bordeaux, excusez-moi, sur Pau. On est en train de mettre en place des modules de ce type-là pour que ce soit les doctorants qui puissent intervenir. Où là par contre on a des choses qui peuvent être intéressantes à ce niveau-là. Ça prend une certaine maturité, c'est évident. On ne se présente pas non plus comme ça devant un jeune. C'est pour ça que ça reste du volontariat. Ça prend une certaine maturité. En revanche, si on est en coordination, si on travaille en workshop, si on travaille avec une équipe, là, le côté technique, même des DUT, peut être intéressant. Et je finis pour rebondir. Nous, notre UT, on a une convention avec le DSDN 40 pour faire des interventions dans les écoles, donc c'est possible. C'est possible. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est possible. C'est parfait. Ok, une question derrière. Tu peux faire passer, voilà. Tu peux faire remonter le micro. Il y a quand même un vivier de personnes qui interviennent au niveau de l'éducation nationale, ce sont les enseignants. Peut-être qu'ils ont... Enfin, il y a un vivier de profs qui est volontaire, il y a un vivier de profs qui a des compétences. À aucun moment on parle de former ces gens-là à intervenir et à avoir une direction commune. Je pense que c'est quand même... Enfin, on est les intervenants principaux. Alors moi j'entends qu'il faut faire venir le supérieur dans les lycées. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, je veux pas non plus sombrer tout ça. C'est super de faire venir le supérieur dans les collèges et les lycées. Ça pose un certain nombre de contraintes. Il y a quand même des gens qui sont là, qui sont devant les élèves tous les jours, ce sont les enseignants. Peut-être penser des formations avec des contenus et des choses à destination des enseignants pour qu'ils puissent avoir la charge directement de tout ça. Alors, vous connaissez le CNRS qui accueille, le CNRS, la Maison des Sciences. Il y a des tas de programmes qui sont ouverts pour que les professeurs puissent retourner à l'université, parce qu'on n'est pas, même si on a passé le plus prestigieux des concours, on continue d'apprendre tout au long de la vie. Donc c'est vrai que parfois, des piqûres de rappel sont intéressantes. Et beaucoup de professeurs de sciences, pour l'instant il n'y a que les sciences qui sont concernées, peuvent retourner à l'université aujourd'hui pour rebrasser des concepts, les enrichir, etc. Et c'est vrai que, et après je vous laisse parler monsieur, et je voulais juste finir ce propos-là. Et ensuite, le grand plan du numérique qui va commencer à la rentrée prochaine, ça va être un plan de formation tel qu'il n'a jamais existé jusqu'ici. Donc vous allez avoir de plus en plus de professeurs qui vont être... Ah non, mais je vous assure, c'est une certitude, parce qu'on va enfin avoir des moyens. Donc c'est toujours une question de moyens. Voilà. Alors je ne dis pas que tous les professeurs vont être formés, donc ça c'est pas possible. Mais on est en train de former les référents pédagogiques numériques sur 3 ans. On en a formé 100 l'année dernière, 100 cette année, 100 l'année prochaine. Ce qui fait que dans chaque établissement scolaire d'Aquitaine, il y aura un référent pédagogique numérique, qui sera un professeur qui aura reçu la formation couteau suisse, excusez-moi, qui permet donc d'entrer dans un cours avec n'importe quelle ressource numérique. Voilà, et de pouvoir enrichir ce cours. Donc, on évolue, on ne peut pas aller plus vite que la musique, malheureusement, même si on aimerait beaucoup pouvoir le faire. Et évidemment que vous êtes des interlocuteurs privilégiés et que vous avez toutes les qualités pour le faire dans les classes. Mais je crois que parfois, aussi, voir comment ça se passe ailleurs, c'est intéressant parce que ça permet de changer les regards, de les croiser et sans doute d'enrichir sa pratique. Voilà, ça c'est mon point de vue. Merci, malheureusement on a une demi-heure de retard et ça va décaler toutes les personnes qui doivent partir. Bien sûr, non, mais c'est parce que je voulais répondre à monsieur. On peut passer à la suite ou... Non.
Il y aura la table ronde après. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.